Il est 19h, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Nieta TV et voici les titres. Polémique des logements sociaux, le ministre de l'Habitat nie l'existence de 223 logements non attribués. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à propos du traité de coopération militaire entre le Mali et la France. Cet accord est caduc de nul et de nul effet. Décès du chef de l'Assemblée nationale ivoirienne Amadou Soumaoro. Comme on annonçait dans les titres, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, en plus du communiqué du gouvernement sur la dénonciation du traité de coopération avec la France, s'est aussi prononcé ce lundi sur cette décision qui marque un tournoi dans les relations entre les deux pays. Les comportements des soldats français sur le terrain témoignent selon lui que la France n'est plus dans la logique de l'accord en arguant des actes d'espionnage. Abdou Ouattara nous donne plus de détails. Nous, notre objectif, le président de la transition et le gouvernement, c'est vraiment rester collé aux 5 objectifs de la transition. Nous avons décidé de rompre l'accord militaire avec la France. Nous ne l'avons pas fait parce que c'est réclamé ci et là. Nous sommes très lucides dans ce que nous faisons. Nous avons réuni les éléments de droit et de politique pour aboutir à la conclusion qu'il n'est plus possible de continuer à rester dans cet accord. Parce que cet accord a été signé dans une période où notre État était très faible. Cela arrive à toutes les nations. La première fois où le gouvernement français a décidé qu'il suspend les opérations militaires, c'est le jour du 3 juin où nos confrères de l'ex-CNSP ont dit qu'ils vont donner la primature au M5RF. La deuxième fois, c'est le 7 juin lorsque le Premier ministre a été nommé. Ces deux dates sont les dates auxquelles le gouvernement français a dit qu'il rompt les opérations militaires avec l'armée malienne, au motif que le gouvernement malien aurait décidé de discuter avec les terroristes. Après ces 10 étapes, à partir du moment où l'une des parties peut remettre en cause un accord, nous avons décidé de la lecture de cet accord. Nous avons proposé des amendements qu'on a envoyés. Ce n'est que 3 mois après qu'il nous a été répondu qu'ils vont envoyer une commission technique pour discuter avec nous. Pendant que nous attendons cette commission technique, la France est livrée à des actes de provocation, du dilatoire, d'espionnage, des violations systématiques, méthodiques, délibérées de notre espace aérien. Des actes d'espionnage sont conduits contre nos forces de défense et de sécurité. Cela veut dire clairement qu'ils ne sont plus dans la logique de l'accord. À partir de ce moment, nous avons décidé le lundi 2 mai que cet accord est caduc, de nul et de nul effet. Nous avons puisé les éléments du droit dans les accords internationaux et des dispositions de l'accord lui-même. Cela a été fait parce que nous avons un objectif, c'est de libérer les pays et de changer de pays. Nous voulons que chaque fois que les Maliens s'interrogent, et c'est leur droit, chaque fois que des militants et les responsables du M5 s'interrogent, c'est leur droit, qu'ils puissent eux-mêmes regarder. On avance en matière de défense, de réforme, de lutte contre la corruption, d'organisation d'élections transparentes. Dans la mise en œuvre de l'accord, le gouvernement est très prudent. En tout cas, au niveau du M5, nous avons donné la preuve dès sa constitution que toutes les sensibilités politiques qui ont jalonné notre histoire peuvent se retrouver pour une cause juste. Il y a des gens qui n'allaient jamais se rencontrer autour d'une table avant les M5. Ils se sont retrouvés, ils ont mené les mêmes combats, ils l'ont réussi. C'est la première étape. Maintenant, il faut qu'on réussisse l'étape la plus difficile, qu'on reconstruise le Mali et rende le processus du changement irréversible. Que les jeunes qui ont fait le combat avec nous autres, quand ils vont venir prendre la relève, qu'ils aient moins de problèmes à gérer, qu'ils concentrent leur énergie sur la bonne gouvernance. Brahima Kamena, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire et de la population, assure que la commission d'attribution des logements sociaux a travaillé d'arrache-pied pendant 45 jours en toute transparence pour pouvoir publier la liste. La première liste comportait 225 bénéficiaires de plus, d'où son annulation. Abdou nous donne encore plus de détails. Je dois vous dire que tout de suite que la première liste qui a été annulée il y a 2 mois et demi comportait 225 bénéficiaires de plus. C'est l'occasion de vous expliquer la différence de nombre. Nos enquêtes nous ont montré tout simplement que la plupart de ces personnes avaient des notifications signées par des agents indélicats de l'Office malien de l'habitat. Ces notifications prévoyaient que les logements sont attribués au titre de la première tranche dont la liste a été publiée en 2019. Mais si vous regardez cette première liste, vous n'allez pas retrouver les noms de ces personnes
détentrices de ces notifications litigieuses, éclaire les ministres. À l'attendre, ils ont pu recenser 187 personnes environ qui ont à leur possession la copie de ces notifications litigieuses. Mais après vérification, elles se sont avérées purement et simplement fausses. Il précise que 2 agents de l'Office malien de l'habitat sont sous mandat de dépôt et un autre a quitté son poste et demeure introuvable, ajoutant que l'enquête est toujours en cours. Nous allons engager une procédure pour expulser tous ceux qui ont de fausses notifications de la première tranche et qui se trouvent aujourd'hui dans les logements sociaux qui doivent être attribués au titre de la deuxième tranche. Par précaution, la commission a décidé tout simplement de ne pas attribuer ces logements qui sont aujourd'hui illégalement occupés pour éviter toute confrontation entre les nouveaux bénéficiaires et les personnes qui occupent illégalement ces logements, annonce M. Kamina. Pour lui, c'est la seule explication et la diminution du nombre de logements attribués. Nous avons une autre raison. Il s'agit de quelques logements qui ne sont pas totalement terminés et qui ne peuvent pas faire l'objet d'attribution. Après la publication de la liste, lors de la saisie, nous avons pu constater quelques erreurs sur quelques noms. On m'a rapporté 3 cas et ce ne sont pas des bébés, ce sont des adultes. Se défend le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Le commandant du PCATO Centro, le colonel Mamadou Massaoulé Samake, a expliqué ses directives et sa ligne de conduite pour l'atteinte des objectifs aux militaires maliens basés à Sévaré ce vendredi 6 mai 2022. Suivant la lecture de cette intervention de Massaoulé. Le commandant du PCATO Centro, le colonel Mamadou Massaoulé Samake, entend donner un nouveau souffle aux activités du théâtre centre de l'opération Maliko. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré l'ensemble du personnel afin de leur expliquer clairement des directives et sa ligne de conduite pour l'atteinte des objectifs. C'était le vendredi 6 mai 2022 dans les locaux du PCA. Au cours des échanges, le commandant théâtre s'est beaucoup apaisanti sur 3 points essentiels, à savoir la discipline, l'engagement et la confidentialité ensignés par les plus hautes autorités du commandement militaire. Ces échanges très riches entre le commandement et le personnel ont permis au colonel Samake d'être édifié sur un certain nombre d'insuffisances et de préoccupations du personnel pour la bonne marche du commandement. Pour ce faire, il insistera surtout sur la discipline, la sécurité et la ponctualité. Avant d'inviter les uns et les autres à redoubler d'efforts pour faire face aux nombreux défis auxquels le pays fait face. Cette rencontre fait suite à une série de visites effectuées par le commandant théâtre dans les secteurs 3, 4 et 5 relevant de sa compétence. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le vendredi 6 mai 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, suivant la lecture du communiqué. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création du Fonds d'entretien routier du Mali, un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds d'entretien routier du Mali, un projet de décret fixant les modalités d'exécution des travaux éligibles et les frais de fonctionnement et d'investissement du Fonds d'entretien routier du Mali. L'autorité routière a été créée par la loi numéro 00051 du 4 août 2000 avec pour mission d'administrer les fonds destinés à l'entretien du réseau routier. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 01-283/PRM du 3 juillet 2001. L'application de ces textes a révélé des insuffisances, notamment la non prise en compte de certaines ressources innovantes, le manque de précision sur le financement des prestations de maîtrise d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, la nécessité de prendre en compte certains travaux, la perception de frais ainsi que certaines dépenses pour se conformer à la réalité actuelle. En outre, à la suite de la transposition de la directive relative à la stratégie d'entretien routier par le décret numéro 2020-0197/PTRM du
3 avril 2020, il est apparu nécessaire d'adopter l'organisation de l'organisme en charge du financement de l'entretien routier aux dispositions communautaires. L'adoption des présents projets de texte permettra, entre autres, d'adopter l'appellation de l'organisme de financement de l'entretien routier aux dispositions communautaires, de préciser la répartition des membres du conseil d'administration et le mode de désignation de son président, de préciser le mode de recrutement du personnel, d'étendre les ressources du fonds d'entretien routier à d'autres ressources innovantes, de définir le cadre de l'exécution de certains travaux. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante au titre du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Président de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR, colonel-major Fagiba Ibrahima Kansaï. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel sur la période 2023-2025. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel permet au gouvernement d'informer l'Assemblée nationale sur l'évolution des finances publiques et de partager les objectifs, les orientations et les contraintes de la politique budgétaire à moyen terme. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel sur la période 2023-2025 s'appuie sur les orientations stratégiques définies dans le cadre stratégique par la relance économique et le développement durable. Les actions contenues dans le programme d'action du gouvernement de transition adopté par le Conseil national de transition et les recommandations des assises nationales de la refondation. Il est établi sur la base d'une prévision de croissance réelle de 5,3% en moyenne entre 2023 et 2025 et un taux de pression fiscale en moyenne de 16,6%. Sur la période 2023-2025, politique budgétaire sera soumise à des contraintes multiples, notamment la nécessité de se conformer aux critères de convergence communautaire de l'UEMOA et de la CEDEAO, ainsi que la mise en œuvre des engagements pris avec le Fonds monétaire international dans le cadre du mémorandum de politique économique et financière. Les dépenses seront orientées vers la prise en charge des engagements du gouvernement pour lesquels la priorité sera accordée en termes d'allocution budgétaire telles que la poursuite du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, l'organisation des élections générales, le renforcement du système judiciaire, le maintien des efforts budgétaires en faveur de l'agriculture et de l'investissement, le renforcement des dépenses sociales et de développement prioritaire, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, l'opérationnalisation des nouveaux services au public issus des nouvelles régions, la contribution budgétaire de l'État à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, l'amélioration de la déconcentration et de la décentralisation budgétaire. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Place maintenant à l'actualité internationale. Président de l'Assemblée depuis mars 2019, il a fait de longs séjours à l'étranger ces derniers mois pour raisons médicales. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, est décédé samedi à l'âge de 68 ans, selon un communiqué du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. J'ai la profonde douleur de vous annoncer le décès ce samedi 7 mai 2022 du président de l'Assemblée nationale, mon jeune frère Amadou Soumaoro, indique le texte. Je rends hommage à un grand homme d'État dont l'engagement et le parcours politique ont marqué notre pays. La Côte d'Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué, poursuit le chef de l'État.
11 militaires égyptiens ont été tués samedi en tentant de déjouer une attaque terroriste dans la région du canal de Suez, près du Sinaï-Est, en proie à une insurrection terroriste, a rapporté l'armée égyptienne. Ce bilan est l'un des plus élevés enregistrés par les forces égyptiennes depuis des années en 2018. 11 militaires ont été tués et 5 blessés, selon un communiqué de l'armée. Les soldats continuent de poursuivre et d'encercler les terroristes dans les combats qui se sont déplacés vers une région isolée du Sinaï. Les dirigeants des pays G7, dont le président américain Joe Biden, participeront dimanche à une visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans un geste d'unité, la veille des célébrations commémoratives, la capitulation de l'Allemagne nazie face à l'Union soviétique à Moscou, a annoncé la Maison-Blanche. Les discussions porteront sur les derniers développements du conflit en Ukraine, les efforts pour soutenir Kiev et les moyens de démontrer l'unité continue du G7 dans notre réponse collective, notamment en imposant des coûts sévères pour la guerre du président russe Vladimir Poutine, a déclaré un porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Les dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, du Japon, du Canada et de l'Italie participeront à cette réunion, a ajouté le porte-parole. Au Sénégal, le procès des 6 sages-femmes de l'hôpital Amadou Sakiro Mbayo, inculpées pour non-assistance aux personnes en danger, s'est terminé. Après 10 heures de débat souvent tendus, les protagonistes ont été renvoyés par le juge qui a mis l'affaire en délibéré au 11 mai. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de vos programmes sur Nieta TV. À bientôt. Thank you.